tout l'univers que j'étais en train de me créer ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à ma cible. Moi j'ai une cible qui est très portée sur la nature, sur les animaux, sur la famille. Et moi j'étais presque en train de vouloir les transformer en businessman. Et le problème c'est que ça marche pas. Salut, c'est Tristan de la chaîne Au Secours. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi et comment j'ai bêtement copié sur les autres. Dans cette deuxième vidéo de la chaîne YouTube Au Secours, j'avais envie de te parler de comment j'ai bêtement copié sur les autres, pourquoi est-ce que ça pose un certain nombre de problèmes, quels sont les problèmes que ça m'a causé. Est-ce que ça marche finalement de copier sur d'autres entrepreneurs, sur des méthodes un peu toutes prêtes, etc. Et puis je vais t'expliquer comment j'ai dû m'adapter pour pouvoir m'en sortir un petit peu de ce syndrome du singe, du copiage sur les autres. Alors c'est parti, si cette vidéo te plaît, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et puis d'en parler autour de toi. Alors la première chose qui m'a inspiré ce sujet, eh bien, c'est l'endroit où je suis, parce que je suis sur un toit avec une piscine. On a l'impression que j'ai envie de de créer un décor un peu parfait. Bon, il se trouve que je suis de passage ici et qu'il y a une piscine, donc je ne vais pas me priver de me poser sur le rooftop. Mais ce décor m'a beaucoup rappelé un certain nombre de vidéos que j'avais l'habitude de regarder au tout début de ma carrière d'aventurier entrepreneur. Où on voyait des belles piscines, de belles montres, des beaux gosses bien musclés en train de nous raconter à quel point ils avaient réussi leur vie et à quel point ils allaient te donner un certain nombre de méthodes, un certain nombre de choses assez fantastiques. Il se trouve que moi je me suis beaucoup laissé porter par ça au début. D'abord parce que ça m'inspirait, parce que peut-être, je sais pas, peut-être que le style de vie que je voyais, sans forcément voir les inconvénients que ça pouvait avoir ou les faces cachées, eh bien, pouvait me donner envie au premier abord. Et du coup, j'ai pas mal accordé ma confiance à tous ces youtubeurs, influenceurs, business entrepreneurs qui faisaient des vidéos pour me donner les 3 méthodes magiques pour ceci ou les 3 secrets pour cela, évidemment dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup suivi ces personnes-là. Je ne donnerai pas de nom parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et au final, ce qu'ils font, c'est certainement très bien et ça m'a beaucoup aidé sur une certaine période. Alors pourquoi est-ce que je dis que j'ai bêtement copié sur les autres ? En fait, il y a une période de ma vie où quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, où j'étais vraiment en mode de construction de moi-même. Je ne savais pas trop ce qu'était l'entrepreneuriat, j'avais jamais vraiment créé mon propre projet. Et quand on découvre une discipline, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est d'apprendre à faire les bases. Et les premières bases que je voyais, moi, c'était celles que je voyais sur YouTube. Donc c'est comme quand tu apprends une première musique au piano dans ta vie, tu ne vas pas l'inventer tout de suite ta musique, tu vas d'abord copier une petite musique assez facile à faire avec une main puis avec 2 mains. Un jour on va t'apprendre une symphonie qui est toute prête et puis une fois que tu auras appris à copier-coller ce qu'ont déjà fait les autres, et bien là tu vas apprendre à faire autre chose. Alors concrètement, de quoi je parle ? Eh bien, au début de ma carrière, j'ai commencé à copier la façon de vendre ou la façon de faire en termes de marketing par exemple sur les fameux youtubeurs et influenceurs que je suivais. Ça donnait quoi ? Ça donnait que j'utilisais leur argumentaire, j'utilisais même leurs intonations. Moi qui suis d'un profil par exemple assez... on m'a toujours dit que j'étais assez calme dans ma façon de parler, que j'étais monotone, c'est-à-dire que j'avais une tonalité assez linéaire, ce qui n'est pas forcément génial pour YouTube, tu me l'accorderas. Eh bien, je me forçais à avoir des super punchlines, à dire toujours « Ah, je suis super content d'être avec vous ». Je vais vous apprendre un truc de fou, le secret qui m'a permis de ceci, qui m'a permis de cela. J'arrivais souvent dans mes vidéos ou dans mes premiers contenus avec des fausses certitudes ou des promesses un peu mirobolantes où j'avoue franchement au début, quand on commence on n'a pas forcément de réseau, on n'a pas de clientèle, on n'a pas de référence. Et en copiant sur les autres, je disais que moi quand j'accompagne mes clients, je fais ça. Quand mes clients me demandent, en général mes clients me demandent toujours cette question, etc. Alors que c'était pas forcément vrai, parce que mes clients j'en avais pas forcément au début et donc forcément ils me posaient pas un certain nombre de questions. Ça pose un petit problème, c'est que je me crée une légitimité et je pense que c'est normal quand j'y réfléchis
d'essayer de me créer une petite carapace qui me réconforte, qui me consolide en fait dans l'idée que je suis pas un moins que rien, que j'ai pas rien fait, etc. Mais bon, c'est vrai que quand tu commences, tu as tendance un peu à t'inventer des succès que t'as pas ou à t'inventer une petite vie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à utiliser aussi des schémas marketing qui étaient ceux des influenceurs qui donnaient leurs fameuses méthodes, etc. Et il faut dire que ce sont des schémas de vente qui sont assez efficaces. Et j'avais envie petit à petit de leur ressembler même physiquement. Je remarquais un certain nombre de codes vestimentaires, un certain nombre de codes physiques, un lifestyle aussi qui était très particulier. Et je me mettais même dans mon quotidien à vouloir leur ressembler. Alors je me suis mis à essayer à faire de la méditation alors que j'avais aucune notion de méditation, etc. Je me mettais aussi à créer des décors, à créer des choses, en fait à être inspiré, à avoir envie de faire des choses que font des youtubeurs, alors que c'était peut-être pas mon univers à moi et c'était peut-être pas comme ça que j'aurais dû le faire. Certains appellent ça la stratégie du singe, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on fait la même chose et on se dit que ça va marcher. Au final, je me suis mis même à copier un certain nombre de valeurs qui n'étaient pas les miennes, ou en tout cas qui n'étaient pas celles de l'univers dans lequel moi je travaillais, de ma cible. Donc par exemple, je faisais beaucoup la promotion des valeurs de liberté, de réussite, d'entrepreneuriat, de business, etc. Alors que moi, ma cible, clairement, vous n'avez pas les mêmes valeurs et je vais t'en parler juste après. Faire semblant avec soi-même, ça pose un petit problème interne, j'ai envie de dire, mais c'est mon problème, mais ça pose aussi d'autres problèmes. Le premier problème, donc, c'est avec moi, c'est que dans la vie, moi, je suis pas forcément la personne ultra extravertie, qui crie fort, enfin qui parle fort, qui hausse les épaules là, et qui bombe le torse et qui montre à quel point il est beau, intelligent, etc. Moi je suis plutôt, je pense, assez humble, assez hésitant, très respectueux de la volonté des personnes, du consentement des personnes, etc. Et du besoin des autres aussi. J'ai vraiment une sorte peut-être d'empathie ou quelque chose qui fait que je me soucie de est-ce que je mets quelqu'un mal à l'aise, etc. Alors que dans l'argumentaire que je me forçais à utiliser parce que c'est comme ça que je l'avais appris, c'était quand même assez insistant. Ça disait tu as besoin de ça, tu dois passer par ma formation, tu dois acheter tel truc parce que ça va t'aider, parce que ça va être le truc miracle pour ta vie, etc. Le deuxième problème que ça m'a posé, donc qui était plus interne cette fois, c'était un problème plutôt externe, c'est que tout l'univers que j'étais en train de me créer ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à ma cible. Moi j'ai une cible qui est très portée sur la nature, sur les animaux, sur la famille, et moi j'étais presque en train de vouloir les transformer en businessman. Et le problème c'est que ça marche pas. Alors est-ce que ce type de méthode toutes les méthodes marketing qu'on peut trouver sur internet fonctionnent? La réponse est oui. La preuve, je les ai testées et ça m'a permis de faire mes premières ventes, donc je vais clairement pas cracher dans la soupe. Mes premières ventes ont été faites avec des méthodes qui n'étaient pas forcément les méthodes que j'utilise aujourd'hui, avec des webinaires qui étaient très en entonnoir, où à la fin, vraiment, parce que j'étais pas si mauvais que ça pour le faire, et parce que les méthodes sont bonnes, eh bien à la fin, la personne, si elle est restée jusqu'au bout du webinaire, il y a quand même de grandes chances qu'elle se mette à acheter ce que tu as à lui vendre. Le problème avec ça, c'est que les gens finissent par... ça finit par savoir, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, mais si tu vas sur un webinaire de Tristan, méfie-toi parce que tu risques de te faire un petit peu absorbé par le truc et tu vas te faire manger, ou en tout cas tu vas acheter le truc et peut-être que tu regretteras de l'avoir acheté parce que tu n'en avais pas si besoin que ça, etc. Je fais un petit aparté quand même, moi je suis convaincu de la qualité de ce que je propose, je suis à 1000%, je sais ce que j'ai à offrir et je sais la valeur de ce que je propose. Ce que je dis là, c'est que je veux pas créer un univers dans lequel les gens se sentent obligés parce que l'univers les a obligés, parce que le contexte les a obligés. Ce que je veux, c'est que les gens, s'ils prennent ma formation, c'est parce qu'ils en ont besoin et uniquement parce que ça peut leur apporter quelque chose. Et non pas parce que je suis un bon argumenteur, je sais pas si... Ah, c'est pas mal comme mot ça. Le risque avec tout ça, c'est que les gens finissent par avoir peur de rentrer en contact avec toi. Et moi, ça m'est déjà arrivé en fait de me dire waouh, ce youtubeur ou ce mec qui a fait un webinaire, il est tellement redoutable que je prendrai jamais un rendez-vous avec lui, même si c'est gratuit. Parce que je sais que si j'ai un rendez-vous avec lui, c'est un requin, le mec il va me bouffer et je sais que je vais sortir la carte bancaire et lui acheter son truc parce qu'il est bon.
et parce qu'il sait t'emprisonner dans un truc. Et alors je prétendrai pas avoir été peut-être aussi bon que les meilleurs, mais je pense que j'ai peut-être perdu en cours de chemin quelques personnes qui ont peut-être eu peur de rentrer en contact avec moi en se disant il a un discours un peu trop commercial, il a un discours un peu trop business et ça me rassure pas, ou voilà, j'ai peut-être pas la résistance mentale pour pouvoir passer un appel avec lui parce que je pense qu'il va me vendre un truc et ça va être compliqué derrière. J'ai dit tout à l'heure, moi ma cible elle a plutôt des valeurs de vie à l'extérieur, pas du tout portées sur l'argent, pas du tout portées sur les responsabilités. Moi c'est vrai que dans mon plus fort intérieur, l'entrepreneuriat, ça me fait vibrer. Le fait de gérer ma boîte, de prendre des décisions, le fait d'avoir des difficultés, c'est quelque chose que j'adore et que j'avais envie de transmettre ou que j'avais envie de véhiculer, mais c'est pas du tout ce que ma cible recherche. Ma cible, elle veut être avec ses animaux, faire de l'animation, faire de la pédagogie, être dans la nature, s'amuser avec ses publics, et elle a des valeurs assez familiales. Alors je fais pas cette vidéo pour faire un mea culpa, j'assume complètement et j'ai pas non plus dévié à 1000%, c'est-à-dire que j'ai dû adapter les recettes qu'on m'a proposées sur les différentes chaînes YouTube, sur les différentes formules que j'ai pu voir ou même dans certaines formations que j'ai achetées. J'ai dû les adapter à ma cible et j'ai surtout dû les adapter à mon éthique, à ma façon d'être, pour être en phase avec moi-même, parce qu'il y a quelque chose dans lequel je crois vraiment très très fort, c'est la congruence. La congruence, c'est le fait d'aligner ce que vous avez au plus profond de votre cœur, ce que vous pensez et ce que vous faites, hein, la tête, le cœur et le corps. Et donc j'ai fait quelques adaptations. La première, c'est que j'ai appris à développer mon empathie. J'en avais déjà, on a tous une certaine empathie, plus ou moins élevée, mais j'ai appris à la développer en étant à l'écoute de ma clientèle, en posant vraiment des questions pour comprendre quels étaient leurs besoins, pour pas leur inventer des faux besoins ou pour pas leur inventer des fausses solutions à des faux problèmes. C'était vraiment d'aller questionner ma cible, mon univers, pour essayer de comprendre un petit peu leurs douleurs, leurs difficultés, etc. Et pour donner une définition à leur mode de réflexion, par exemple. Et ça s'est traduit par exemple, le fait que je propose beaucoup de rendez-vous gratuits au début. Ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté de le faire et que je l'ai délégué. Mais j'ai dû faire à peu près 2000 rendez-vous d'une demi-heure gratuits avec donc 2000 personnes, grosso modo. Alors évidemment, c'était des rendez-vous qui avaient pour objectif de déboucher sur un achat de formation ou d'une prestation. Mais ces rendez-vous-là étaient sans engagement et ça me permettait surtout de poser beaucoup de questions pour comprendre les gens. Alors pourquoi j'ai arrêté aujourd'hui ? C'est parce que je pense qu'au bout de 2000 appels, j'ai un peu fait le tour et que j'arrive maintenant à comprendre les besoins et je pense que je suis capable en quelques secondes maintenant de savoir, en fonction du profil d'une personne, exactement ce dont elle a besoin en termes d'accompagnement, de formation dans l'univers que moi j'ai créé. Mais quand même, petit bémol, ça fait à peu près un peu plus de 6 mois que j'ai arrêté de le faire. Je suis convaincu que je vais devoir le reprendre un jour parce que le monde change, parce que ma cible change, ma clientèle change et que peut-être que dans 6 mois, il faudra que je me refasse peut-être une quinzaine, une vingtaine d'appels alors que je les ai délégués jusqu'à présent. Et ensuite, je pourrais les redéléguer, mais histoire de garder un pied sur le terrain et de garder cette empathie que j'ai voulu absolument me constituer. La deuxième chose que j'ai fait pour m'adapter à ma cible, c'est que, et tu vas voir, c'est quelque chose d'assez fondamental, je pense que c'est ça l'apprentissage le plus important que je voudrais te transmettre, c'est que j'ai appris à dissocier ce que j'ai vraiment à offrir, c'est-à-dire ce que je vais faire pour les gens, ce que moi je vais faire pour eux, de ce que je leur promets. Alors forcément, il y en a un qui est plus disant que l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on ne promet pas 1000 pour donner 100. On promet peut-être 100 et on donne 200. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que dans mon univers à moi, où j'accompagne des gens pour créer des projets dans un univers assez particulier, qu'est le monde des fermes pédagogiques et de la médiation animale, il y a des sujets qui, au premier abord, n'intéressent pas mes cibles. Ça les intéresse pas de savoir quelles sont leurs obligations comptables, ça les intéresse pas de savoir
qu'ils ont des obligations vis-à-vis de leurs clients parce que ce sont des consommateurs et qu'il y a un droit de la consommation qui les protège. Ça n'intéresse pas trop ma cible de savoir comment fonctionne un business plan, etc. Parce qu'ils ont l'impression que ça, c'est des choses qui sont pas du tout leur univers et que ça leur sert à rien. Mais moi, je sais, parce que je suis leur coach et je suis leur accompagnateur, je sais que c'est mon obligation morale de les former sur ces sujets-là, parce qu'ils en auront besoin dans leur carrière, parce que je connais leur projet, parce que je sais dans quoi ils mettent les pieds et je sais qu'ils ont besoin de ça. Mais eux n'en ont pas conscience. Par contre, ils ont conscience, par exemple, si je prends mon exemple des fermes pédagogiques, ils ont conscience qu'ils ont besoin de savoir faire les déclarations d'ouverture pour leur ferme pédagogique, qu'ils ont besoin de créer un dossier pédagogique avec, je sais pas moi, leur document de présentation, ou par exemple qu'ils ont besoin de dessiner le plan de leur ferme pour savoir où est-ce qu'ils vont mettre tel et tel animal. Ça les fait vibrer, ça leur donne envie. Alors qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? C'est que je leur promets ça, c'est ça que je vais mettre en avant, c'est ça que je vais promouvoir et mettre en valeur. Mais évidemment, parce que c'est mon travail aussi de les emmener même sur les choses qui ne sont pas dans leur zone de confort mais qui sont nécessaires pour eux, eh bien je les emmène sur d'autres compétences. Mais sans forcément, alors je ne vais pas leur mentir, je ne vais pas leur dire que ça n'est pas inclus, etc. Je vais leur donner le programme, ils sauront exactement ce qu'il y a dedans. Mais je ne vais pas en faire un argument de vente. Et ce que je faisais avant, c'était que je mettais en avant toutes les constituantes de ce que j'avais à proposer. Et forcément, créer un business plan et aller voir des financeurs pour faire financer son projet, ça ne les fait pas vibrer. Mais c'est nécessaire. Donc en fait, c'est ça l'apprentissage pour moi. C'est que quand tu commences à bien comprendre ta cible, quand tu commences à bien comprendre ton marché, eh bien tu apprends à savoir qu'est-ce qui fait vibrer ta cible et qu'est-ce qui ne la fait pas vibrer, de quoi elle a besoin et de quoi elle pense qu'elle a besoin. Et tu vas devoir insister sur ton marketing, sur ce dont elle pense avoir besoin. Et évidemment, il faut que tu lui donnes ça, parce que si elle achète ça, il faut que tu lui donnes ça. Mais ton rôle à toi en tant que coach, formateur, etc., ou si vous avez autre chose, réfléchissez à un équivalent. Mon rôle à moi en tout cas, c'était de ne pas faire l'impasse sur les sujets qui sont pénibles, pas agréables pour mon client, pour ma cliente, mais dont moi je sais qu'ils sont nécessaires. Pour donner quelques petits exemples sur ce que je promets et ce que je donne vraiment, eh bien, tout ce qui était question de liberté financière, de viabilité économique, de réussite du projet, eh bien en fait j'en ai fait une affaire personnelle, c'est-à-dire que en fait, c'était presque mon objectif à moi que leur projet réussisse, que leur projet leur permette d'avoir une liberté financière, de gagner de l'argent, etc. Parce qu'en fait, c'était pas un argument pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils arrivaient à comprendre à ce moment-là de leur projet. Eux, ils étaient vraiment en mode je veux mettre en place quelque chose avec mes animaux, je veux dessiner les plans de ma ferme, etc. Par contre, ce que je leur promettais et ce dont ils avaient besoin, c'était une promesse de mode de vie. Donc, j'ai parlé plusieurs fois de la famille, par exemple des valeurs de famille. Du rapprochement à la nature. Je leur parlais des différentes valeurs qu'on allait pouvoir travailler tout au long de mes formations. Et donc ça devenait mes arguments de vente. Voilà, j'avais vraiment envie de te faire ce sujet parce que l'endroit où je suis m'a inspiré les toutes premières vidéos business que j'ai pu regarder. J'espère que ça peut t'aider. J'en ai aucune idée, alors j'ai vraiment envie que tu me dises en commentaire si ça fait sens pour toi, où tu en es dans ta phase de réflexion d'entrepreneuriat, si tu es justement dans cette phase de mimétisme, de la phase du singe, désolé de l'appeler comme ça, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ou si justement tu as déjà réussi à passer l'étape suivante dans ton projet et que tu constitues quelque chose qui est complètement en phase avec tes valeurs. Ça m'intéresse vraiment de savoir, donc mets-moi un petit commentaire pour me dire où tu en es dans ton projet. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de t'abonner. Allez, ciao!